Chunk 1. En pleine nuit, le prince Henrik descend d'un jet privé sur l'aérodrome de Valamon. Pas de cérémonie, pas d'escorte. Dans sa main, une clé USB cryptée contenant des enregistrements classifiés qui pourraient réécrire l'histoire royale. À l'intérieur de ces fichiers, des accords chuchotés, des réunions secrètes et une reine dont les secrets s'étendent au plus profond du palais lui-même. En quelques heures, la sécurité royale est mise en alerte, les médias explosent et la monarchie fait face à son test le plus dangereux depuis 3 siècles. Voici l'histoire des cassettes qui ont ébranlé un royaume et du prince qui a osé les ramener à la maison. Retour inattendu. Cela commence sans cérémonie. Pas de drapeau, pas de garde, pas de presse. Le prince Harry. Harry, qui réside maintenant en Californie avec Meghan Markle et leurs 2 enfants, monte à bord d'un jet privé tard un jeudi soir. À 3h12, heure de Londres, son avion atterrit à la RAF Northolt, où un SUV noir banalisé l'attend. Il n'y a pas d'escorte royale officielle, pas de salutation du palais, juste le silence, parce que Harry n'est pas revenu pour sa famille. Il est revenu avec quelque chose d'explosif, quelque chose qui terrifie Camilla Parker BS. Dans une mallette en cuir sécurisée se trouve une clé numérique contenant un coffre-fort, donné à Harry par quelqu'un ayant un accès direct au système du palais. Son contenu, des bandes, de l'audio, de la vidéo et des captures d'écran couvrant plus de 15 ans. Des sources disent qu'elle a été livrée à Harry par un ancien membre du personnel royal qui en avait assez des mensonges. Les fichiers sont soigneusement classés. La voix de Camilla apparaît clairement dans la plupart d'entre eux. Certains incluent des messages enregistrés à partir d'appareils cryptés. Une source dit simplement « Cela effondrera l'image de la couronne en quelques jours ». En milieu de matinée, Buckingham Palace est en effervescence. La sécurité royale est prise au dépourvu. Charles n'a pas été averti, le prince William non plus. Mais Camilla, elle savait. Des assistants affirment qu'elle est devenue agitée quelques jours avant l'arrivée de Harry. On a dit à son personnel de se tenir prêt. Un haut fonctionnaire rapporte que Camilla avait reçu un avertissement privé. Il arrive et il n'est pas seul. Chunk 2. Dans les 48 heures, chaque résidence royale, de Windsor à Sandringham, se met en mode de contrôle des dommages. Et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Ce ne sont pas des rumeurs de tabloïds ou des citations anonymes. Ce sont des fichiers étiquetés, horodatés, confirmés. S'ils étaient divulgués, ils pourraient mettre fin au règne de Camilla, forcer Charles dans une position impossible et fracturer la famille royale publiquement. Pour Harry, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de ce qu'il appelle la vérité enfin libérée. Pour Camilla, c'est la guerre. Les chuchotements sont terminés. Maintenant, il s'agit de ce qu'il y a sur les cassettes. Le personnel du palais travaille jour et nuit pour anticiper l'histoire, mais ils ne peuvent pas arrêter ce qui a déjà commencé. Chaque heure où les fichiers restent scellés est une heure supplémentaire de peur croissante à l'intérieur des murs du palais. Parce qu'une fois que le public aura entendu ce que Camilla a dit et à qui elle l'a dit, il n'y aura peut-être plus de retour en arrière. Les fichiers ne sont pas seulement personnels, ils sont politiques. Et qu'y a-t-il à l'intérieur? Dévastateur. Les cassettes classifiées. Il y a 43 enregistrements individuels stockés sur la clé. Chacun est organisé par date, numéro de fichier et mots-clés. Le premier clip date d'octobre 2008. Le plus récent date d'il y a seulement 8 mois, en février 2025. Dans l'un d'eux, on entend Camilla parler à un homme décrit comme un contact de presse étranger discutant de la suppression de la couverture médiatique. Un autre, étiqueté Windsor Kitchen, novembre 2015, comprend un langage codé qui, une fois décodé, révèle le lieu et l'heure d'une réunion privée qui ne figure pas dans son emploi du temps public. Des assistants, des courtisans et même des personnalités extérieures apparaissent dans ces clips.
L'un d'eux implique Lord Hawthorne, un associé royal de longue date, discutant d'un arrangement discret avec un rédacteur en chef haut placé d'un grand tabloïd britannique. Un message de 2013 contient une note vocale où Camilla dit « Si Harry vient fouiner, nous diffusons la cassette de diversion ». L'expression « cassette de diversion » apparaît 9 fois dans différents fichiers. Les enquêteurs royaux pensent maintenant que cela fait référence à une opération conçue pour distraire le public des scandales internes. Il y a aussi des preuves visuelles, granuleuses, mais suffisamment claires. Dans un clip daté de juillet 2017, Camilla est vue à l'hôtel Claridge entrant dans une suite privée enregistrée au nom d'un dirigeant des médias, ayant des liens étroits avec la BBC. Une note manuscrite retrouvée à côté de la vidéo indique « Même heure le mois prochain, discrétion garantie ». Ce qui rend le clip accablant, ce n'est pas seulement sa présence, mais le fait qu'elle coïncide avec la présence de Charles à un engagement en solo en Cornouailles le même jour. Chunk 3. Mais le plus effrayant est peut-être un message vocal de 6 minutes stocké sous le nom de fichier Crown Logistics urgente. Dans celui-ci, Camilla discute de l'utilisation de la pression de la presse pour maintenir certains membres de la famille isolés. Elle mentionne Harry, Diana et, chose choquante, la reine Élisabeth II. Une phrase dit « Elle ne parlera plus jamais contre moi maintenant. Pas tant que j'aurai cette emprise. » Les experts pensent que cela a été enregistré vers 2019, lorsque les tensions au sein de l'entreprise étaient à leur apogée. L'authenticité vérifiée. Les cassettes révèlent bien plus qu'un scandale. Elles exposent un réseau où les réunions, les liaisons et les manipulations faisaient tous partie de la stratégie soigneusement élaborée de Camilla. Mais rien dans les cassettes ne prépare le public ou le palais à ce qui va suivre. Parce qu'une fois que les journalistes, les enquêteurs et l'équipe de Harry commencent à reconstituer les chronologies, un schéma émerge. Ce n'étaient pas des rencontres ponctuelles. Elles faisaient partie d'un monde caché beaucoup plus vaste. Et dans ce monde, Camilla était l'architecte. Le monde caché de Camilla. Le schéma s'étend sur 2 décennies. Utilisant des téléphones cryptés, des cartes SIM jetables et de multiples pseudonymes, Camilla a entretenu des relations bien au-delà de ses obligations royales. Des sources disent qu'elle a rencontré en privé au moins 4 personnes entre 2010 et 2024 qui avaient toutes un pouvoir politique, médiatique ou corporatif. Ce n'étaient pas des aventures romantiques. C'étaient des liaisons tactiques, des arrangements qui donnaient à Camilla un accès, un pouvoir et le silence. Ces réunions n'étaient pas aléatoires. Les registres montrent qu'elle a visité le Goring Hotel, Soho Farmhouse et une propriété louée à Notting Hill, tous connus pour être des lieux discrets. Un registre de réservation de mars 2022 montre le même alias, Madame Say Lancaster, utilisé dans 3 villes différentes sur 5 semaines. Des photos de surveillance la montrent entrant dans un endroit avec un homme lié à un groupe de lobbying international accusé de manipulation de données. La communication était essentielle. Camilla utilisait des techniques à l'ancienne, des notes sur papier, des mots codés, même la lecture sur les lèvres pour éviter la surveillance. Un ancien assistant dit qu'elle refusait complètement les emails, utilisant des mémos manuscrits pliés dans des livres et transmis par le personnel de la cuisine du palais. Un message récupéré dit « La loyauté est une illusion, idéale dans la peur ». Les analystes légistes ont retracé l'encre et l'ont associé au stylo qu'elle préférait pendant son ère de correspondance de 2016 à 2019. Chunk 4. Le but, l'influence. Et ça a marché. Pendant le scandale de presse de 2019 impliquant Meghan Markle, des notes internes suggèrent que Camilla a rencontré en privé un chroniqueur du Times 2 jours avant que les gros titres n'explosent. Un autre fichier la montre sollicitant des faveurs d'un protecteur des médias, que l'on pense être la même personne liée au rédacteur en chef du week-end du Sun. La stratégie de Camilla n'était pas l'amour, c'était le pouvoir, et les cassettes le confirment. Pendant des années, la reine ne se contentait pas de survivre à l'entreprise. Elle la contrôlait depuis l'ombre. Panique royale.
Au moment où le contenu des cassettes est confirmé, le chaos éclate derrière les portes de Buckingham Palace. À 9h30 le lendemain matin, un protocole d'urgence de niveau 4, réservé aux menaces graves à l'image nationale, est activé par Sir Martin Elliston, secrétaire privé en chef. Une salle de guerre est aménagée à l'intérieur de Clarence House. Les téléphones sonnent sans arrêt. Les avocats de Harbottle et Lewis sont convoqués et un seul objectif résonne dans les couloirs. Enterrer ça. À l'intérieur du palais, les assistants commencent à travailler par équipe jour et nuit. 3 équipes sont formées. Une pour la réponse aux médias, une pour la coordination juridique et une strictement chargée d'enquêter sur la façon dont les cassettes ont quitté le palais en premier lieu. La théorie. Une taupe profonde, peut-être quelqu'un qui a travaillé sur les communications privées de Camilla entre 2010 et 2018. Les tensions montent en flèche lorsqu'un membre du personnel, maintenant à la retraite, est nommé comme source suspecte. La surveillance est ordonnée. Les téléphones sont saisis. La confiance s'évapore du jour au lendemain. La stratégie officielle est rapide, mais bâclée. Dans les 24 heures, les gros titres commencent à changer. Les médias liés au palais publient des articles rejetant les cassettes comme étant sélectivement modifiées ou manquant de contexte. Un initié du palais déclare au Daily Telegraph « Il s'agit d'une calomnie fabriquée, clairement conçue pour diviser la famille et déstabiliser le roi. » Mais en ligne, ce récit tombe à plat. Les clips sont trop clairs, les voix trop familières, et le silence de Harry en dit plus que n'importe quel communiqué de presse ne pourrait le faire. Pendant ce temps, l'équipe privée de Camilla se met en action. Une firme de relations publiques de crise réputée de New York, précédemment liée à la réhabilitation de l'image du prince Andrew après Epstein, est engagée. Il lance l'opération Voile, une tentative de présenter Camilla comme une survivante incomprise de la politique royale. Des fuites d'assistants suggèrent qu'elle a été piégée par des initiés déloyaux. Chunk 5. Mais à chaque pirouette, la vérité se durcit. Parce que si les cassettes étaient fausses, pourquoi le palais paniquait-il si publiquement? Le palais a tenté le déni. Il a échoué. Il a tenté la pirouette. Cela s'est retourné contre lui. Maintenant, le prince Harry détient toutes les cartes et il est sur le point de les jouer. Plus de chuchotements, plus de messages codés. Parce que pendant que le palais travaillait à huis clos, Harry se préparait à quelque chose de bien plus puissant. Une bombe de vérité publique. Pas de filtre, pas de contrôle du palais. Et une fois que le monde aura entendu ce qu'il est sur le point de partager, le silence de Camilla ne suffira pas à la sauver. La révélation dramatique de Harry. Cela se passe un lundi matin pluvieux sous un ciel gris à l'extérieur de la cathédrale Saint-Paul, un lieu lourd de symbolisme. Les caméras clignotent alors que le prince Harry s'approche du podium, une seule tablette cryptée à la main. Flanqué de 2 agents de sécurité et d'une petite équipe juridique, il prononce seulement 48 mots avant d'appuyer sur play. Et à ce moment-là, le silence de la monarchie se brise en 1000 gros titres. Le premier clip est court. La voix de Camilla, indubitable, dit « Je n'ai pas besoin du public, j'ai juste besoin de la presse. » La foule halète, puis vient un autre, une conversation avec un assistant principal sur l'utilisation de la distraction de Markley. Puis un autre, le rire étouffé de Camilla, alors qu'elle décrit la reine Élisabeth II comme ayant dépassé son utilité. Chaque fichier est horodaté, daté, vérifié. En moins de 9 minutes, Harry révèle plus que des années de relations publiques royales n'ont jamais caché. En moins d'1 heure, tous les principaux médias sont en direct. BBC News, CNN, Sky, Le Monde et ABC Australie. TikTok et Instagram partent en vrille. Flood, réseaux sociaux. Camilla exposée. Trahison royale. Harry avait raison. Un sondage Twitter du Guardian montre que 82% des personnes interrogées pensent que les cassettes sont authentiques. Des reportages d'actualité rejouent le discours de Harry,
mettant en pause chaque clip comme preuve devant un tribunal. Chunk 6. Un commentateur appelle cela la plus grande révélation royale depuis l'interview de Diana à Panorama en 1925. Camilla ne répond pas. Charles, maintenant de retour à Balmoral, aurait regardé la conférence de presse en silence. Ses conseillers insistent pour qu'il fasse une allocution publique, mais le roi refuse. Le palais publie une ligne générique. Nous examinons les questions en interne et répondrons en temps voulu. Mais aucune réponse ne peut rivaliser avec ce que Harry vient de faire. Il n'a pas accusé, il n'a pas attaqué, il a juste laissé la vérité parler et elle a rugi. Mais Camilla n'allait pas rester assise, tranquillement, pour toujours. Pendant des jours, elle estonnait. Elle est restée silencieuse, regardant le monde déchirer son nom. Mais dans les coulisses, elle préparait une contre-attaque basée sur le déni, la diversion et le pur instinct de survie du palais. Parce que si Harry avait la vérité, Camilla avait toujours la couronne. Et dans son esprit, elle n'allait pas la perdre sans combattre. La contre-attaque de Camilla. 3 jours après la conférence de presse de Harry, Camilla refait surface, non pas avec une déclaration, mais avec une séance photo. Vêtue d'un manteau bleu poudré d'eau, souriant à côté d'enfants lors d'un événement caritatif dans un jardin, elle ne fait aucun commentaire, aucune reconnaissance. Mais son silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Parce qu'à ce moment précis, son équipe publie un contre-récit explosif auprès de certains médias. La nouvelle affirmation du palais. Les cassettes ont été modifiées. Une note remise au Times suggère le clonage de voix et la manipulation par l'IA, citant des incohérences dans les signatures acoustiques. Ils font même appel à un expert en criminalistique numérique qui serait lié au GCHQ pour semer publiquement le doute. Le message est clair. Ne faites pas confiance à vos oreilles, mais le public n'y croira pas. L'audio est trop brut, trop réel, et aucune IA ne pourrait reproduire le venin dans la voix de Camilla. Le camp de Camilla va plus loin. Des fuites au Daily Mail présentent Harry comme obsédé, imprudent et un prince en exil, se déchaînant pour rester pertinent. Des sources anonymes suggèrent que Meghan l'a incité à publier par vengeance. Chunk 7. Un article insinue même que Harry a des tendances mentalement instables, citant des notes de thérapie de 2017. C'est une campagne de dénigrement classique que Camilla a perfectionnée il y a des années. Mais cette fois, la stratégie semble vieille, dépassée, désespérée, et pourtant, elle joue sur le long terme. Son équipe organise une interview de style panorama avec un média ami. Ses conseillers commencent à faire valoir un arc de rédemption. Elle est incomprise. Elle a essayé de protéger la famille, mais le public n'est pas d'humeur à la sympathie. Le tribunal de l'opinion publique a statué et ce n'est pas en sa faveur, car plus elle nie, plus elle confirme. Alaric pris entre deux feux. Le palais de Valamon est silencieux, à l'exception de l'écho des pas précipités. Le roi Alaric III parcourt seul le couloir de marbre, lisant une transcription des enregistrements divulgués. Chaque ligne coupe plus profondément. Sa femme, la reine Cassandra, semble impitoyable. Son fils, le prince Henrik, semble juste. Alaric ne peut ni défendre ni nier l'un ou l'autre camp. Pendant 3 jours, il annule les audiences et se cache derrière des portes verrouillées. Cassandra exige la loyauté. « Condamne-le, dit-elle, la voix tremblante. Si tu m'aimes, fais-en la loi. » Mais Alaric sait que les cassettes mentionnent ses propres confidents, des ministres qui lui rendaient autrefois compte directement. S'exprimer pourrait exposer les secrets de son cercle. Le silence peut être de la lâcheté, mais la parole pourrait mettre fin à sa couronne. Son conseil s'impatiente. Lord Everhart, le chancelier, plaide pour une déclaration. Le peuple croit que la reine a régné par la tromperie, prévient-il. Si vous la défendez, ils croiront que vous l'avez aidée. Alaric se frotte les tempes et marmonne. Alors que suis-je en train de défendre, une femme ou une dynastie? La phrase se répand parmi le personnel à la tombée de la nuit. Chunk 8. À travers la ville de Corinthia,
les portraits du coslas du couple royal sont retirés des halls civiques. Les sondages montrent que la confiance dans la monarchie chute de 12 points en 48 heures. Pour la première fois en 400 ans, le trône lui-même tremble, non pas à cause d'une rébellion, mais à cause d'une révélation. Le roi se tient entre l'amour et l'héritage, et les deux se brisent. Alors que le roi se cache derrière son silence, le royaume avance sans lui. Des voix autrefois fidèles à la couronne commencent à murmurer en faveur du prince Henrik. Les aides du palais divulguent de vieilles lettres poésies. Les courtisans échangent sans des preuves, et la presse transforme le jeune prince en un héros malgré lui. Les alliés de Cassandra disparaissent. Mais dans les crises de pouvoir, la loyauté n'est jamais pure. Certains protègent la vérité, d'autres choisissent simplement le camp gagnant. Les partisans se rassemblent. À la fin de la semaine, Henrik n'est plus le prince exilé, il est la conscience du peuple. De vieilles gardes qui ont autrefois servi sa grand-mère, la reine Éléanore, lui envoient des messages de soutien. Un chambellan à la retraite livre 37 documents prouvant les accords secrets de Cassandra avec des journalistes. Un autre messager apporte des lettres cryptées, montrant que l'argent du palais a été détourné pour étouffer un scandale au cours de l'an 22 du règne d'Alaric. À l'extérieur des portes du palais, des milliers de personnes se rassemblent en portant des banderoles. Quash Justice pour Eleanor, Vérité pour Valamon. La tempête de hashtags commence en ligne, mais remplit bientôt les rues. Des étudiants, des travailleurs, même des nobles défilent sous la pluie, scandant le nom de Henrik. Pour la première fois depuis des décennies, le peuple et le palais partagent un seul sentiment. Assez. Les courtisans commencent à faire défection discrètement. Lady Roselle, l'ancienne chef de cabinet de Cassandra, démissionne, invoquant un conflit moral. Des emails divulgués montrent qu'elle avait averti Cassandra de l'influence illégale dès l'an 18. Les diffuseurs rejouent les clips sans cesse. Le taux d'approbation de la reine chute en dessous de 25 %, tandis que celui de Henrik passe à 68 %. Les chiffres racontent l'histoire que le palais ne peut pas. Chunk 9. Henrik lui-même reste calme. Il ne parle qu'une seule fois lors d'une brève apparition à l'extérieur de l'abbaye de Kensvale en disant « La vérité n'est pas une rébellion ». La phrase devient un titre, une chanson, un mouvement. Même la garde royale commence à murmurer ces mots lorsqu'elle patrouille aux portes. L'équilibre des pouvoirs bascule doucement vers le soleil. Cassandra sent le changement bien avant que les sondages ne le confirment. Les partisans s'estompent, les portes se ferment et même le roi commence à douter. Alors, elle fait ce qu'elle a toujours fait. Elle se bat non pas par la confession, mais par le contrôle. Parce que si elle ne peut pas gagner les cœurs, elle essaiera toujours de commander le récit. Et dans le monde des couronnes et des secrets, une action désespérée peut encore tout changer. Les dernières manœuvres de Cassandra. À l'aube, Cassandra rencontre ses avocats dans une chambre tapissée de portraits, maintenant recouverts de tissu. Le plan. Déposer des injonctions contre tous les médias qui diffusent encore les cassettes. En 24 heures, 10 menaces juridiques frappent de seuil la presse. Quelques-uns se conforment, la plupart rient. Alors, elle change de tactique. Elle convoque un banquier privé de Genève et organise des dons à 3 journalistes déguisés en subventions caritatives d'une valeur de 250 000 chacune. L'un accepte, puis divulgue l'offre. L'histoire explose. La reine est accusée de corruption. Elle le nie, affirmant que les paiements étaient des actes de bonne volonté. Peu la croient. Puis vient la tournée de la sympathie. Les caméras capturent Cassandra visitant des hôpitaux, sa main tremblant légèrement, sa voix douce, alors qu'elle parle de trahison au sein de la famille. Des fuites d'aide font allusion à sa santé fragile. Pendant un instant, la compassion vacille, mais le même jour, un membre du personnel anonyme publie une réunion enregistrée de l'an 21 où Cassandra rit de la manipulation de la pitié du public. Toute la sympathie qu'elle espérait s'évanouit du jour au lendemain.
Le désespoir se transforme en représailles. Tard dans la nuit, des journalistes reçoivent des informations anonymes, alléguant des accords cachés du prince Henrik à l'étranger. Aucun n'est vérifié. Chunk. 10. Les enquêteurs remontent les fuites jusqu'à une firme de relations publiques liée à la cousine de Cassandra. Le contre-coup est instantané. Même les conseillers restants d'Alaric qualifient cela de suicide politique. Au lever du soleil, l'influence de la reine est réduite à une ombre et à un torchon à scandale. Ses menaces juridiques s'effondrent. Ses alliés fuient, mais Cassandra refuse de disparaître. Et pourtant, même alors qu'elle s'accroche au pouvoir, le royaume autour d'elle change de forme. Les ministres parlent de réforme, les juges réexaminent les privilèges royaux et des murmures d'abdication résonnent dans les halls de marbre de Valmont. Le jeu auquel elle a joué pendant des décennies touche à sa fin. Mais avant le rideau final, un secret reste encore caché, la lettre qu'elle garde enfermée dans son bureau. Conséquences et suite. Le vote de confiance a lieu le 14e jour après les fuites. Le Parlement se réunit sous le dôme de cristal de la Grande Salle. Par une marge de 327 contre 89, ils adoptent la loi sur la transparence de la couronne, limitant l'immunité royale et dépouillant Cassandra de toutes ses fonctions publiques. La proclamation se lit comme suit. Désormais, elle sera appelée Cassandra, d'Ahajager de Valamont. Le mot reine a disparu à jamais. Le roi Alaric signe la loi avec des mains tremblantes. Il ne regarde ni sa femme ni son fils. En quelques heures, Cassandra quitte le palais sous escorte, à destination d'Eleanor House, le domaine isolé autrefois offert à des œuvres caritatives. Les foules regardent en silence. Pas de huées, pas d'acclamations, juste l'histoire qui ferme ses portes. Henrik ne célèbre pas. Il rend visite à son père en privé. La réunion dure 42 minutes. Pas d'aide, pas de caméra. Quand ils émergent, tous les deux semblent changés, fatigués, mais libres. Une déclaration conjointe suit. La vérité peut blesser, mais la dissimulation tue. Elle devient la citation gravée dans les archives de Valamont. Des mois plus tard, la monarchie commence à se reconstruire. Chunk 11. La confiance revient lentement, légalement. Les cassettes qui ont autrefois brisé le palais deviennent des pièces de musée sur la transparence. Alaric règne tranquillement jusqu'à ce que la maladie l'oblige à se retirer. Quand Henrik prend finalement le trône, il hérite non pas de la gloire, mais de l'humilité, une couronne tempérée par la vérité. Quant à Cassandra, elle vit dans la solitude au bord de la mer. Certains disent qu'elle garde encore un dernier enregistrement enfermé, une relique du pouvoir qu'elle détenait autrefois. Mais personne ne peut le prouver. Et peut-être que c'est bien ainsi, car à Vallon, les secrets ont bâti la couronne et les secrets l'ont détruite. Le prince Harry est de retour au Royaume-Uni, mais cette fois, ce n'est pas pour un événement royal ou une visite discrète. Selon des fuites internes explosives, Harry a fait un retour soudain et très secret après avoir reçu ce que les sources appellent des cassettes classifiées exposant les prétendues liaisons secrètes de la reine Camilla pendant ses premières années avec le roi Charles. Les murmures ont commencé il y a quelques jours lorsqu'un colis mystérieux aurait été livré à la maison de Harry à Montecito. À l'intérieur, des cassettes et des documents qui pourraient ébranler les fondations mêmes de la famille royale. Des initiés disent que le contenu comprend des enregistrements nocturnes, des transcriptions d'appels téléphoniques et même des lettres privées prouvant prétendument l'implication de Camilla avec non pas un, mais 2 hommes importants. Alors que Charles était encore marié à la princesse Diana, Harry, déjà éloigné d'une grande partie de sa famille, aurait été stupéfait par les révélations. Il a toujours eu une relation compliquée avec Camilla, ne l'acceptant jamais pleinement comme sa belle-mère. Mais maintenant, si ces cassettes sont réelles, cela change tout. Les aides royaux ont été pris complètement au dépourvu lorsque Harry a atterri à Londres en catimini, évitant la presse et se dirigeant directement vers une réunion privée avec de hauts responsables du palais. Pas de Meghan, pas de caméra, juste Harry et ce qu'un initié royal a appelé une mission pour découvrir la vérité.
Des sources proches du camp du Sussex disent que Harry est en colère et émotionnellement bouleversé, en particulier par des parties des cassettes qui mentionnent Diana par son nom. Un clip comprendrait prétendument Camilla se moquant de la vulnérabilité émotionnelle de Diana pendant son mariage avec Charles, ce que Harry s'est longtemps battu pour défendre. Le timing ne pourrait pas être pire pour la reine Camilla. Au moment même où elle essaie de consolider son image de main stable aux côtés du roi Charles, ses cassettes obsédantes menacent de la replonger dans le scandale. Les équipes de relations publiques royales se démènent dans les coulisses, mais un sentiment de panique se répand à l'intérieur de Buckingham Palace. Harry va-t-il rendre public? Ces cassettes seront-elles jamais diffusées? Ou le palais trouvera-t-il un moyen de tout enterrer avant que le public ne s'en aperçoive? Une chose est sûre, Harry n'est pas revenu juste pour serrer des mains. Il est venu chercher des réponses.